Je m'appelle Esther Moujawa Ayo, je suis rescapée du génocide en 1994. On a tué mon mari et presque toute ma famille, ma belle famille, la famille de mon mari et ma famille. Mais heureusement, mes 3 filles ont survécu et 2 sœurs aussi. Bon. Après le génocide, on était complètement cassés. On se retrouvait dans un vide total, un vide affectif. Tu n'as plus personne. Ils sont tous tués et tués de façon barbare, de façon atroce. Donc tu gardes des images atroces qui ne te quittent pas. Mais en plus d'avoir tué tous les nôtres, bien sûr, on a tout cassé, on a tout pillé, on a mangé toutes les vaches, on a tout cassé économiquement. Mais je pense aussi ce qui était très dur, c'est aussi la cassure sociale, de voir une société où vous cohabitiez, vous étiez voisins, vous étiez ensemble à l'école, vous étiez ensemble à l'église, vous étiez ensemble. Et ce sont ceux-là même qui vont être les tueurs de votre famille. Tu attrapes un sacré coup de méfiance. Comment je peux vivre sans faire confiance aux gens? Et il y a eu toute une procédure de reconstruction. Heureusement, comme je dis, que j'avais mes enfants, un peu de famille, mais aussi la grande famille des veuves, avec l'association Avega que nous avons créée. Avec d'autres amis, on a commencé entre amis de façon informelle, et puis c'est devenu très grand. Maintenant, c'est une grosse association, c'est une nouvelle famille pour nous. Mais dans cette famille-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de traumatismes. Moi, je travaillais auparavant comme sociologue, je n'étais pas du tout psychothérapeute. Et c'est un peu en me bagarrant avec les psychothérapeutes occidentaux qui étaient les expatriés, à qui j'essayais de faire comprendre le contexte qu'ils peuvent travailler, mais il faut voir le contexte, il faut voir si les enfants qu'on fait dessiner, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils habitent où, est-ce qu'ils sont avec qui. Et là, je suis tombée sur le mauvais, je ne suis pas tombée sur un bon qui m'a dit qu'il comprend que je ne comprends pas puisque ce n'est pas mon métier. Et là, c'est un peu, oui, ça a été un peu le déclic. Je sentais le besoin, il était vraiment très fort. Le traumatisme parmi les enfants, parmi les veuves, parmi les rescapés en général était très grand. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de changer de sociologue. Je suis passée à psychothérapeute, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai été employée par Oxfam Grande-Bretagne. Et ils ont été vraiment très bien. Ils m'ont donné une année sabbatique, tout payé, et j'ai pu faire mon année sabbatique en apprentissage en Angleterre, justement pour devenir psychothérapeute. C'est comme ça que j'ai bifurqué, et puis je suis revenue ici, et quand je suis revenue d'Angleterre, j'ai travaillé à Avega comme psychothérapeute. Plus tard, je me suis remariée. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis partie du pays. Je me suis remariée avec un Allemand et je suis allée habiter en Allemagne. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai retrouvé du travail comme psychothérapeute. Je travaille avec des réfugiés traumatisés, surtout les réfugiés africains qui sont traumatisés. Je travaille avec eux. Donc, c'est devenu un peu maintenant ma profession principale, si vous voulez. Mais avec le départ en Allemagne, avec la distance que je prenais sur le quotidien, parce qu'à Avega, on n'arrêtait pas de courir. On avait la famille, oui, mais on avait toutes les activités qu'on fait à Avega. On rebâtissait les cœurs avec la psychothérapie, mais on rebâtissait les maisons. On se battait pour avoir les médicaments pour les femmes qui ont été violées, infectées du sida. Donc c'était sans répit. Quand je suis partie là en Allemagne, là, j'ai pris de la distance, j'ai eu plus de temps aussi, parce que les 2 premières années, je n'ai pas travaillé. Et j'avais envie, je participais à beaucoup de conférences. Chaque fois que j'ai la chance, qu'on me demande de parler, là, je parle volontiers, parce que je pense que c'est tellement important que le monde sache que ce génocide, le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, c'est un génocide qu'on pouvait prévenir. On le savait, on avait tout. On pouvait l'arrêter. Et on n'a pas fait. Et alors ça me travaille beaucoup. Je me dis, mais il faut dénoncer ça, il faut dénoncer ça. Il n'y a pas eu la volonté politique, mais sinon les moyens y étaient. Mais la volonté politique n'y était pas. Et je me fâche beaucoup sur les humanitaires, parce que je me dis, l'humain, la question de dire que nous sommes une communauté des humains. Mais j'ai vu, en 1994, j'ai vu qu'un chat belge et un chien français valaient plus que mon enfant. On les a évacués, on a refusé d'évacuer mon enfant. Donc c'était un peu cette rage aussi de le dire
dire que c'était possible. Et peut-être que ça aide plus tard dans d'autres lieux, dans d'autres conflits. En tout cas, qu'on peut maintenant prévenir, qu'on peut réagir. Autre chose, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, une amie, à travers une amie psychothérapeute que j'avais rencontrée dans une conférence ici à Kigali. Là, elle m'a dit, Esther, ça vaut vraiment la peine de coucher tout ça par écrit. Et j'ai dit non, je ne suis pas apte à ça. Et c'est elle qui m'a mise en contact avec Souad Beradad. C'est comme ça qu'on a fait ensemble, d'abord Survivante en 2004, 10 ans après. Et 2 années après, on a fait La Fleur de Stéphanie. En fait, Survivante, c'était l'expérience dont je vous parle avec Avega, avec les autres femmes, avec les autres survivantes, la colère qu'on avait, mais aussi la volonté de vivre, et pas seulement survivre. Parce que on était condamnés à vivre par le tueur qui ne nous a pas tués ce jour-là. Ou bien il y a eu un miracle, qu'on n'est pas mort. Mais après, de choisir et de décider, je vais être vivante, je ne vais pas seulement rester par terre, je ne vais pas seulement, comme on dit en Kinyarwanda, gazé. Tu peux être vivante, on voit ton corps et tout, mais à l'intérieur, tu es cassé, tu es mort. Et ça a été notre combat pour être pleinement vivante. Et c'est toutes ces expériences-là que je rapporte dans le premier livre Survivante. Mais c'est aussi, pas nous, vivantes seulement, mais aussi les nôtres, ceux qui ont été tués. Je déteste les statistiques. On dit 1 million, mais 1 million, c'est quoi? Donc c'est mon mari, mais il était comment? Il faut que mes enfants sachent comment était leur père, son caractère. Et le prof de français aimé de ses élèves, le joueur de basket, le danseur ignoré. Et tout ça, c'est quelque chose. Et il faut que ça revive. Parce que, de nouveau, nous ne voulons pas que le dernier mot soit pour le tueur. Le dernier mot ne doit pas être le corps laissé sur la route, mangé par les chiens. Le dernier mot, je veux l'avoir. C'était un peu ça dans le premier livre, Survivante. Mais alors le deuxième livre, La Fleur de Stéphanie, c'est un peu... Parce que beaucoup de gens ont demandé, une fois qu'on a commencé à faire des lectures un peu partout, en France, en Belgique, en Allemagne, et les gens demandent, mais comment c'est possible? Comment les gens vivent ensemble? Comment c'est possible que ça fonctionne encore? Et c'est un peu ça l'expérience de La Fleur de Stéphanie. Parce qu'en fait, la Fleur de Stéphanie, c'est ma sœur Stéphanie, elle a été tuée avec son mari, avec ses enfants. Il n'y a rien qui reste chez elle. Et là, un jour, en regardant les ruines de chez nos parents, avec la tristesse que j'avais dans le cœur et la colère toujours, et je me demandais comment est-ce possible. Et puis tout d'un coup, je vois, il y avait une petite plante, une fleur grimpante, c'est la fleur orange, on la trouve beaucoup à Kigali. Et je la vois qui vit encore. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose. Pour le tueur, pour les autres, de ma sœur, il ne reste rien. Mais bien sûr, pour nous, elle est dans notre cœur. Et là, en plus d'être dans nos cœurs, là, je vois un petit symbole. Je vois la petite fleur jolie qui vit encore, qu'elle avait plantée quand on était jeune. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la fleur de Stéphanie. Un peu aussi pour dire comment tu fais ton deuil quand tu n'as pas eu la chance d'avoir le corps de l'enterrer. Parce que ma sœur, pendant toutes ces années, on nous a trompés, on a ouvert des trous et des trous. Et finalement, c'était dans une toilette. Finalement, après le livre, on l'a quand même retrouvé. Donc c'est ça le parcours littéraire, si vous voulez, avec les deux livres. Nous n'écrivons pas assez, nous n'écrivons pas beaucoup. Alors que les autres écrivent sur nous. Et c'est un peu ça qui est révoltant, quoi. Il faut qu'on écrive sur soi-même. Il faut qu'on écrive sur nous-mêmes. Et je suis contente quand je vois les jeunes du village ici. Ici, c'est le village des veuves d'Avega. Mais je vois les jeunes et les vieilles mamans qui habitent ici dans le village et qui veulent écrire leur histoire. Et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui l'écrive. Tout à l'heure, dans la réunion, la vieille maman m'a dit « Mais je veux dire mon histoire, parce que l'autre va la transformer. » Et donc, je pense que c'est important. Je suis toujours concernée par tout ce qui s'écrit sur le génocide. Et là, j'ai vraiment, oui, là, il y a des livres remarquables. Je pense à Scholastique, Mukasonga, et
même moi qui étais grande, qui croyais connaître toute l'histoire du Boudiessela, mais tu retrouves toute l'histoire de la déportation, les années 59, tout ce qui s'est passé dans ce pays, mais qui est passé sous silence. Ça sort maintenant en 94, après 94, mais ça s'est passé déjà avant, ce n'était pas dit. Mais je pense aussi, ce que je trouve bien pour le moment, c'est des jeunes qui écrivent. Je pense à Révérien Rurangwa, un gamin, il était gamin pendant le génocide, il est resté seul, il est complètement défiguré, il a eu la force de dire tout ça. La petite Élise, elle n'est pas si petite, Élise qui vient de sortir son livre, le livre d'Élise. Et le courage d'une gamine, comment elle survit, toute la résilience, comment elle arrive maintenant. Et je dis vraiment chapeau, elle le sort. Et Élise a le privilège de l'avoir fait en étant au Rwanda, parce que la plupart des autres, en fait, on l'a fait une fois qu'on était un peu en dehors du Rwanda, qu'on avait un peu la distance. Et elle, c'est pendant qu'elle se débat avec le quotidien d'un enfant qui est resté seul quand tu avais toute une famille, c'est cette résilience de ces jeunes. Je pense aussi à Berthe, par exemple, à Berthe Kaitesi, demain ma vie, parce que toutes les années avant qu'elle n'écrive son livre, elle était dans une sorte de survie. Elle élevait ses petits frères, elle était devenue mère avant d'être mère. Et demain, c'est ma vie. Donc pour ça, je pense que sincèrement, les livres des jeunes, je les recommande beaucoup, aux autres jeunes aussi, parce qu'on croit, il y a tellement, on peut très facilement tomber dans la déprime. Il y a trop de problèmes, il y a ça et ça et ça, et c'est vrai, ce n'est pas des problèmes inventés, c'est des problèmes réels. Mais de voir un peu l'autre jeune qui n'avait pas de meilleures conditions que toi, qui n'a pas survécu mieux que ça, et qui arrive à en faire quelque chose. Et en fait, j'ai toujours une image que je dis à tout le monde, maintenant tout le monde doit en avoir assez, mais c'est l'image d'Olichutiro, le tas de bouse qui se trouve derrière l'enclos, dans les familles où on a des vaches, de ce tas de bouse, de cet Ichutiro qui pue, qui sent mauvais, la place dont on ne s'approche pas pour faire la causette. Mais quand tu plantes un bananier là-bas, quand tu plantes une courge là-bas, mais c'est la meilleure des courges, et c'est le régime de bananes qui est produit est énorme. Donc c'est là où je me dis, allez, on a souffert, qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? On peut grandir ou on peut mourir. Alors je préfère grandir, je préfère en sortir grandi, et c'est possible. C'est pour ça que oui, si tu veux, si c'est le message que j'ai vraiment à donner, au moins qu'on sorte grandi de notre souffrance, sinon on aura souffert pour rien.